Des cellules immondes, des tortures inimaginables et des punitions qui rendent fou quiconque. Certaines de ces prisons sont tellement cruelles que la mort semble être un soulagement. Préparez-vous pour un voyage sombre à travers les pires cauchemars du système pénitentiaire. Un prisonnier scientifique nommé Bellon a une de ces histoires qui semblent sorties d'un film, mais qui tragiquement sont arrivées dans la vraie vie. Bellon, connu pour son intelligence et son caractère, était à seulement un jour de conquérir sa liberté. Un jour. Mais tout a été brutalement interrompu. À 23 ans, Jan Tyler Rick, un collègue incarcéré, l'a assassiné à coups de couteau à l'intérieur de la prison du comté d'Escambia. La question qui résonne est: qu'est-ce qui pousse un être humain à commettre une telle atrocité, surtout dans un environnement déjà si suffocant et inhumain? Bellon a été victime d'un système où la survie est cruellement négociée chaque jour. Sa mort n'est pas simplement un chiffre ou une statistique, mais un reflet des conditions extrêmes au sein de prisons comme celle-ci. Malheureusement, il n'a pas été le premier. Et, à ce qu'il semble, il ne sera pas le dernier. L'enfer silencieux, des prisons qui brisent l'esprit. Dans différentes parties du monde, il existe des prisons qui vont au-delà des limites de l'enfermement conventionnel. Ces lieux ne se contentent pas de retirer la liberté, mais ils vident également l'humanité des détenus. Explorons quelques-unes d'entre elles. Numéro 1. Bang Kwang, là où l'enfer n'est que le début. Avez-vous déjà entendu parler de prisons tellement brutales que l'idée même de survivre là-bas semble impossible? Et si je vous disais qu'il existe un endroit où la peur, la douleur et le désespoir sont des compagnons constants dès que vous franchissez les portes? Bienvenue à la prison centrale de Bang Kwang en Thaïlande, un endroit tellement notoire pour sa brutalité qu'il a acquis le surnom sombre de Bangkok Hilton. Mais contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, il n'y a rien de glamour ni de raffiné dans ce lieu, juste une souffrance extrême, une douleur insondable et une lutte quotidienne pour survivre. Imaginez donc que vous êtes condamné et, pendant les 3 premiers mois, vous avez vos pieds immobilisés par de lourdes chaînes en fer. Ce n'est pas une simple restriction des mouvements, mais un fardeau physique et psychologique. Les chaînes non seulement vous empêchent de marcher librement, mais elles rendent évident que votre liberté a été arrachée de manière irréversible. Le poids des chaînes est un rappel constant que vous êtes là pour payer un prix élevé, peut-être plus élevé que ce que vous pouvez imaginer. Cette souffrance ne se limite pas à la douleur physique, mais c'est un tourment qui dépasse les limites du corps, affectant l'esprit et l'âme des prisonniers. Bang Kwang abrite les criminels les plus dangereux de Thaïlande, y compris ceux qui attendent l'exécution dans le couloir de la mort. Cependant, la véritable cruauté ne réside pas seulement dans les morts qui viendront, mais dans la manière dont les prisonniers sont traités pendant qu'ils attendent leur destin. Pour ces hommes, l'attente de l'exécution est un tourment psychologique bien plus sévère que la mort elle-même. Ils ne savent pas quand l'exécution aura lieu, ils ne peuvent même pas se préparer à ce qui va arriver. La seule information qu'ils reçoivent est que leur exécution aura lieu dans un délai de seulement 2 heures. Oui, seulement 2 heures d'avertissement. Imaginez vivre pendant des années sous la pression constante de ne pas savoir si ce sera le jour où votre vie prendra fin. La peur, l'angoisse et l'incertitude dominent l'esprit de ces hommes, créant un scénario où le psychologique est déchiré avant même la fin physique. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. La prison de Bang Kwang est une véritable usine à souffrance sous tous ses aspects. Surpeuplée, avec des conditions sanitaires pratiquement inexistantes et infestée par des maladies. Survivre ici devient un défi quotidien. L'espace est exigu et avec des centaines de prisonniers vivant ensemble dans un environnement insalubre, les infections se propagent rapidement. Avec une nourriture rationnée de manière cruelle, les prisonniers luttent non seulement contre la faim, mais aussi contre des maladies qui se propagent facilement, les soins médicaux étant inexistants. Le manque de ressources et d'une assistance sanitaire de base rend la vie encore plus insupportable, contribuant à la détérioration physique et mentale des détenus.
Face à un tel tableau de désespoir absolu, la question qui se pose est: comment quelqu'un peut-il résister dans un lieu conçu pour détruire à la fois le corps et l'esprit? Bangkwang n'est pas simplement une prison, c'est un champ de bataille psychologique, un endroit où la lutte pour survivre est constante et où chaque jour semble être une torture interminable. Pour les prisonniers, les espoirs d'un avenir meilleur sont pratiquement inexistants. Le système judiciaire, la structure de la prison, les conditions de vie, tout est conçu pour les briser, physiquement et psychologiquement. La résistance des prisonniers, donc, n'est pas simplement une question de force physique, mais d'une résilience mentale qui défie la logique. Certains parviennent à trouver des moyens de gérer la souffrance, soit par la création de liens avec les autres prisonniers, soit par la mise en place de petites routines quotidiennes qui, bien que insignifiantes dans le grand schéma des choses, offrent un certain contrôle sur la situation. D'autres, cependant, succombent à la pression immense et au désespoir, disparaissant dans l'obscurité de leur propre esprit. Cet endroit est un cauchemar vivant, et, en même temps, une démonstration terrifiante de la capacité humaine à résister à ce qui semble être insupportable. Bangkwang, loin d'être une prison ordinaire, est un abîme de souffrance où l'enfer n'est pas une métaphore, c'est la réalité quotidienne de ceux qui y sont. Numéro 2, la prison centrale de Gitarama, l'enfer sur Terre. Si vous pouviez imaginer un endroit où la dignité humaine a complètement disparu, où chaque jour est une lutte désespérée pour survivre, vous commenceriez à comprendre ce qu'est la prison de Gitarama. Située au Rwanda, cette prison n'est pas seulement un exemple d'un système défaillant, elle est le portrait le plus cruel de ce que signifie vivre sans espoir, où la vie de chaque détenu est réduite à une lutte constante contre la douleur, la peur et la dégradation. Initialement conçu pour accueillir 500 prisonniers, Gitarama en héberge aujourd'hui plus de 7000, transformant ce qui devait être un lieu de détention en un véritable cachot humain. Mais le mot « entassé » ne rend même pas compte de la réalité de ce qui se passe là-bas. Les prisonniers n'ont même pas droit à un espace pour eux-mêmes. Beaucoup sont forcés de dormir debout, entassés les uns contre les autres, dans des conditions indescriptibles. Maintenant, essayez d'imaginer ceci. Vous réveillez chaque jour dans un endroit où il n'y a pas d'espace pour respirer, où l'air est tellement dense et suffocant qu'il est difficile de penser. Le sol, recouvert d'un mélange de saleté, de corps épuisés et de l'humiliation de la surpopulation, est à peine visible. La température insupportable se mélange à l'odeur de la pourriture et à la détresse palpable dans l'air. Dans ce scénario, la douleur n'est pas seulement physique, mais psychologique. Chaque respiration est un rappel que vous êtes pris dans un cycle interminable de souffrance. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de fin. L'absence d'hygiène est dévastatrice. À Gitarama, des maladies comme la gangrène se propagent rapidement parmi les prisonniers, transformant chaque jour en une lutte contre la mort. Imaginez vivre sans accès à des soins médicaux, forcé d'affronter des douleurs insupportables et, encore plus terrifiant, de voir vos blessures ouvertes pourrir lentement, jour après jour. Les détenus n'ont ni nom ni visage. Dans un endroit comme Gitarama, les êtres humains deviennent des numéros, condamnés à vivre dans la misère jusqu'à ce que la mort, dans sa forme la plus cruelle, les atteigne. Le corps se décompose, mais l'âme a déjà été consumée bien avant la fin. Et la douleur n'est pas seulement physique. L'impact psychologique de vivre dans un endroit aussi inhumain ronge l'essence même de l'être humain. La prison de Gitarama n'est pas seulement un lieu où l'on purge une peine, c'est un champ de bataille psychologique où la survie anéantit tout vestige d'humanité. Le manque de nourriture crée une guerre constante entre les détenus. Les bagarres pour de la nourriture et pour tout espace disponible sont quotidiennes. Et les plus faibles, ceux qui ne peuvent s'imposer, sont littéralement laissés pour mourir. Dans cet endroit, survivre n'est pas une lutte équitable, c'est un carnage où ceux qui deviennent vulnérables finissent par tout perdre, y compris leur propre dignité.
Ici, le système pénitentiaire ne se contente pas de punir. Il détruit. Les familles peuvent vivre avec leurs proches à l'intérieur de la prison et ces enfants grandissent dans ce milieu chaotique, souvent exposés à la violence, au crime et à la souvent sans aucune chance de mener une vie normale, étant façonnés par un environnement où le crime en fonction du pouvoir et des intérêts de ceux qui contrôlent le jeu. Il n'y a pas de situation peut-elle exister. Comment en sommes-nous arrivés au point où une prison cesse d'être un lieu de punition et devient une ville sans loi, où l'inégalité est amplifiée et le chaos est la seule constante? Comment est-il possible qu'au XXIe siècle, un système aussi défaillant et inhumain puisse encore exister, sans que personne ne se demande ce qu'il advient des vies de milliers de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont condamnées à vivre dans ce cauchemar? San Pedro n'est pas seulement une prison, c'est un reflet déformé de la société dans son ensemble. Un endroit où l'absence de loi et la domination du pouvoir financier créent une réalité où la survie de chacun dépend de sa capacité à manipuler, à payer et à contrôler. Ce qui se passe là-bas est une horrible métaphore des inégalités qui existent à l'extérieur de ces murs, mais à l'intérieur, les conséquences sont plus cruelles, plus immédiates et plus visibles. Ce qui devrait être un lieu de justice et de réhabilitation est devenu un reflet sombre d'une société qui a échoué à offrir dignité et respect à tous. Numéro 4. Prison de l'île Petak, un isolement qui brise l'âme. Dans les eaux glaciales du lac Blanc, en Russie, il existe un endroit qui redéfinit le concept de solitude et de désespoir. La prison de l'île Petak n'est pas simplement un établissement de haute sécurité. C'est une forteresse d'isolement extrême, où les détenus sont forcés de vivre un cauchemar silencieux et interminable, sans espoir d'évasion ou de soulagement. Située sur une île isolée et entourée d'eau glacée qui, en hiver, gèle toute tentative d'évasion, Petak est un exemple effrayant de la manière dont le système pénitentiaire peut être utilisé pour créer la forme de punition la plus cruelle, l'isolement absolu. Dans cet endroit, il ne s'agit pas seulement de punir le corps, mais de détruire l'âme et la santé mentale des prisonniers. Le sentiment d'être complètement déconnecté du monde extérieur, dans un lieu où la seule compagnie est le silence lui-même, fait de Petak l'un des pires cauchemars du système pénitentiaire russe. Loin de tout et de tous, entourés par ces eaux mortelles, les prisonniers de Petak passent leurs journées confinés dans de minuscules cellules sales, sans aucun contact humain significatif. L'isolement est absolu et implacable. Il n'y a aucune autre âme avec qui parler. Aucun bruit d'autres prisonniers ou forme d'interaction sociale. Il n'y a même pas un aperçu de vie. Seulement le bruit oppressant du vent froid et l'écho de leurs propres pensées, qui deviennent une présence constante dans l'esprit de chaque détenu, jour après jour. Chaque minute à Petak est une éternité où les prisonniers sont forcés de confronter les fantômes de la solitude, de la culpabilité et du désespoir. L'absence de tout stimulus externe rend l'expérience encore plus accablante et beaucoup se retrouvent perdus dans un labyrinthe de pensées qui ne les affaiblit que davantage à chaque heure qui passe. L'environnement complètement isolé n'offre aucune possibilité d'évasion. Il n'y a ni espoir, ni consolation, seulement le vide écrasant du silence. Le froid, si caractéristique du lieu, est plus qu'une simple condition climatique. Il est un membre constant du quotidien des prisonniers, une présence implacable qui punit le corps et l'esprit de manière incessante. Les températures extrêmes n'affectent pas seulement le physique, mais commencent également à ronger la capacité mentale des détenus. L'environnement glacé, combiné à l'isolement inévitable, détruit lentement toute résistance psychologique que le prisonnier pourrait avoir. Sans stimuli, sans interaction sociale, sans la chaleur humaine qui pourrait apporter du réconfort, le détenu se retrouve immergé dans une spirale de désespoir, où le froid n'est pas seulement un élément tangible, mais un reflet de son propre état émotionnel. Avec le temps, beaucoup commencent à perdre la notion du temps, de la réalité et d'eux-mêmes.
L'isolement extrême est une torture psychologique qui érode lentement la santé mentale, amenant les prisonniers à des états profonds de désespoir, où l'esprit commence à se dissoudre. Et la partie la plus cruelle de tout cela est que cette torture ne laisse pas de cicatrices visibles. Elle agit de l'intérieur, lentement, jusqu'à ce que le prisonnier ne sache plus qui il est. Cette prison n'a pas besoin de torture physique pour être brutale. Elle trouve sa véritable cruauté dans le silence et la solitude. Sa plus grande arme est l'absence totale d'interaction humaine. Une punition qui ne laisse aucune marque sur le corps, mais qui détruit l'esprit de manière irréparable. Pour beaucoup, l'isolement à Pétac est considéré comme pire que la mort elle-même. L'idée de vivre dans un état perpétuel de déconnexion, sans aucun contact avec le monde extérieur, sans aucune consolation humaine, est plus que ce que beaucoup peuvent supporter. La solitude absolue laisse des traces qui vont au-delà du physique. Elle affecte la psyché de manière difficilement imaginable. Pour ceux qui sont envoyés à Pétac, la condamnation n'est pas seulement à la souffrance physique, mais à la perte complète de tout lien avec l'humanité. Chaque jour là-bas est une bataille pour maintenir sa santé mentale, et pour beaucoup, la lutte est perdue. Même pour les criminels les plus dangereux de Russie, le destin d'être envoyé à la prison de l'île Pétac est une sentence psychologique insupportable. Chaque détenu qui y arrive sait que le monde au-delà de l'île est inaccessible et que l'avenir, pour eux, est aussi glacé et vide que les eaux qui les entourent. L'impossibilité d'échapper à cet endroit, le manque total de perspective et la déconnexion complète avec la société civile rendent l'expérience à Pétac une forme de punition qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler une prison. Il ne s'agit pas seulement de purger une peine, il s'agit d'une désintégration de la personne en tant qu'être humain, une punition qui détruit l'identité et la volonté de vivre. L'isolement, combiné à la sensation totale d'abandon et de désespoir, transforme Pétac en une véritable prison souterraine, où la mort psychologique précède la mort physique. Et pour ceux qui y vivent, le véritable châtiment n'est pas la sentence de prison, mais le fait d'être condamné à une existence qui ne sera plus jamais la même. La grande question qui se pose alors est: comment un endroit comme l'île de Pétac peut-il exister? Comment est-il possible que le système judiciaire d'un pays permette qu'un être humain soit soumis à une forme de punition aussi extrême et inhumaine? La prison n'est pas seulement une manière de punir ceux qui ont commis des crimes, mais aussi une opportunité pour la réhabilitation et la réintégration sociale. Mais à Pétac, cette possibilité est complètement annulée. Ce que l'on voit là-bas n'est pas une prison visant la réforme, mais un endroit destiné à la destruction, à la désintégration de l'individu, où le seul destin des prisonniers est l'abîme de la solitude. Ces conditions soulèvent des questions profondes sur les limites de la punition et jusqu'où une société peut justifier de telles méthodes, indépendamment de la gravité des crimes commis. Ce qui se passe là-bas va au-delà de la punition. C'est une attaque à la dignité humaine elle-même. Qu'en pensez-vous des prisons comme l'île de Pétac? Sont-elles nécessaires pour contenir les criminels les plus dangereux ou représentent-elles une forme de punition inhumaine qui devrait être réévaluée? Qu'est-ce qui est le plus important? Garantir la sécurité de la société ou préserver la dignité humaine, même pour ceux qui ont commis les crimes les plus horribles? Numéro 5. Prison de Tadmor, le abattoir de l'humanité. S'il existe un endroit où la terreur n'a pas seulement été imposée, mais institutionnalisée, cet endroit est la prison de Tadmor, en Syrie. Connue sous le nom sinistre de l'abattoir, cette installation porte une histoire de cruauté qui semble sortie d'un cauchemar si éloigné de la réalité qu'il est difficile à comprendre. Tadmor n'était pas simplement une prison, c'était un champ d'extermination psychologique et physique, où les règles fondamentales de la dignité humaine ont été systématiquement annulées. Sous divers régimes autoritaires, la cruauté humaine à Tadmor a atteint des niveaux inimaginables, et ce qui aurait dû être une institution destinée à l'incarcération des criminels est devenu un espace dédié à la destruction de l'essence humaine.
Là, les prisonniers ne perdaient pas seulement leur liberté, mais dans de nombreux cas, ils perdaient même leur identité, leur esprit et, tragiquement, leur humanité. Il n'y avait aucun signe d'espoir, seulement la promesse d'une souffrance sans fin, un cycle continu de douleur qui s'étendait sur des années. Situé dans les profondeurs du désert syrien, Tadmor n'était pas seulement une prison de sécurité maximale. C'était une sorte d'enfer sur terre, un lieu d'exécution de masse, de torture brutale et de répression implacable. La fonction de Tadmor n'était pas simplement de détenir des prisonniers, mais de détruire physiquement et psychologiquement ceux qui y étaient envoyés. Les témoignages d'anciens prisonniers qui ont vécu dans cet endroit sont terrifiants, décrivant un environnement où la cruauté semblait être la seule loi. Le principal objectif de cette prison, sous le régime qui la dirigeait, n'était pas seulement de priver les prisonniers de leur liberté, mais de les déshumaniser de manière si absolue que leur vie devenait insignifiante. Il n'y avait aucune chance d'un avenir meilleur, aucune miséricorde pour ceux qui y étaient, et les mots « justice » et « droits humains » étaient simplement un écho lointain. À Tadmor, la seule chose que les prisonniers pouvaient attendre était plus de souffrance, plus d'humiliation, et une existence marquée par une violence sans fin. Les méthodes de punition appliquées à Tadmor étaient si extrêmes que même les murs de la prison semblaient absorber les cris de douleur de ceux qui y ont souffert. Les témoignages des survivants parlent de scènes de brutalité qui défient la compréhension humaine, des passages à tabac implacables, des privations de nourriture et des méthodes de torture si élaborées et cruelles qu'elles avaient pour seul but de briser le corps et l'âme en même temps. À Tadmor, le corps n'était pas simplement une prison pour l'esprit. Il était une cible constante de torture physique. Les prisonniers étaient soumis à des punitions si violentes que leur corps devenait méconnaissable, tandis que leurs esprits, constamment tourmentés, commençaient à s'effondrer. Les méthodes de torture étaient conçues pour non seulement causer de la douleur, mais pour détruire toute trace de résistance psychologique. Ce qui se passait à Tadmor était une forme d'extermination humaine, où la souffrance devenait une partie si centrale de l'expérience que de nombreux prisonniers finissaient par perdre la capacité de distinguer entre la douleur physique et la douleur émotionnelle. Chaque jour, là-bas, était un tourment, une lutte pour survivre dans un endroit où toute trace d'humanité était brutalement effacée. Pour beaucoup, Tadmor n'était pas seulement un lieu de punition physique, mais une condamnation à une mort lente et douloureuse, un destin où l'espoir mourait avant le corps. La torture psychologique était si intense que de nombreux prisonniers ne survivaient même pas à la douleur émotionnelle. Ceux qui ont réussi à résister, à survivre physiquement, portent des cicatrices profondes et indélébiles qui marquent leur corps et leurs âmes à jamais. Les cicatrices physiques, issues des tortures, ne sont que la partie visible de la douleur. Les cicatrices émotionnelles sont encore plus profondes et impossibles à effacer. Pour ces personnes, la vie n'a plus jamais été la même après ce qu'elles ont vécu à Tadmor. Les témoignages des survivants parlent souvent d'une transformation irréversible, où le traumatisme vécu dans cette prison a laissé une marque indélébile sur leur identité. Les expériences de souffrance qu'ils ont vécues à Tadmor sont devenues un fardeau pour le reste de leur vie. Et ce qui leur a été fait dans cet endroit est devenu une partie de ce qu'ils sont. Leurs histoires, pleines d'horreur et de douleur, sont un rappel sombre de la capacité humaine à infliger de la souffrance lorsque le pouvoir est mis au-dessus de tout principe de compassion et de dignité. Même après les changements de régime survenus en Syrie, l'héritage sombre de Tadmor persiste. Le nom Tadmor est maintenant synonyme de répression, de cruauté et de la plus profonde souffrance humaine. Il demeure comme un symbole douloureux de la manière dont un système politique peut transformer un lieu destiné à l'incarcération en un endroit d'oppression totale où toute forme d'humanité est systématiquement dépouillée.
L'écho des tortures et des exécutions qui s'y sont produites résonne encore aujourd'hui, rappelant au monde que, lorsque le pouvoir absolu est exercé sans aucun contrôle ou responsabilité, il peut transformer les êtres humains en monstres. Tadmor n'était pas seulement un lieu physique, elle représente ce qu'il y a de plus sombre dans l'histoire de l'humanité. C'est un rappel que la quête du pouvoir, lorsqu'elle est dépourvue de toute forme de compassion ou d'éthique, peut créer des systèmes d'oppression si cruels que ceux qui les vivent deviennent méconnaissables, non seulement pour les autres, mais même pour eux-mêmes. Tadmor est sans aucun doute un monument à la souffrance humaine, un symbole des conséquences de l'absence totale d'humanité dans un système gouvernemental. C'est un avertissement terrifiant que la frontière entre l'autorité et la tyrannie peut rapidement disparaître lorsque le pouvoir absolu est laissé accroître sans limite. Numéro 6. Le cauchemar de Carandiru. Une plaie ouverte dans l'histoire du Brésil. Quand on parle de Carandiru, on aborde l'un des chapitres les plus sombres et traumatisants de l'histoire brésilienne, un endroit où les défaillances structurelles du système pénitentiaire brésilien sont devenues visibles pour le monde de manière brutale et inéluctable. Le complexe pénitentiaire de Carandiru, situé au cœur de São Paulo, n'était pas simplement une prison, mais un reflet net d'un système carcéral brisé et défaillant où la dignité humaine était constamment niée et les conditions de vie des prisonniers étaient inhumaines. Plus qu'un simple espace de confinement, Carandiru est devenu un portrait d'abandon et de désespoir, un lieu où les promesses de réhabilitation et de justice semblaient n'être qu'un idéal lointain et inaccessible. À l'intérieur de ces murs, les prisonniers étaient traités comme des numéros, privés de leurs droits les plus fondamentaux, vivant dans un état constant de privation et de violence. La réalité cruelle vécue par des milliers de personnes à Carandiru est devenue un symbole de l'échec du système pénitentiaire du pays qui a échoué à garantir une quelconque forme de dignité ou de traitement juste pour ceux qui étaient enfermés à l'intérieur. Carandiru est entré dans l'histoire de manière tragique et irréversible en 1992, lorsqu'une émeute déclenchée par des détenus réclamant de meilleures conditions de vie s'est transformée en un massacre. Ce qui avait commencé comme un cri de secours, une tentative désespérée de faire en sorte que le monde regarde les conditions insoutenables à l'intérieur de la prison, s'est rapidement transformé en un bain de sang. Plus de 100 détenus ont été brutalement tués ce jour-là, beaucoup d'entre eux sans jugement, sans défense et sans aucune chance de survie. L'action policière, marquée par une violence extrême et une brutalité sans limite, était le reflet évident d'un État qui traitait ses propres citoyens avec un mépris total. La tragédie de 1992 n'a pas seulement exposé les failles du système carcéral, elle a aussi révélé la cruauté d'un système qui, au lieu de chercher à réhabiliter, éliminait simplement ceux qui ne correspondaient pas à ses normes. Carandiru est devenu un symbole international de répression, d'inhumanité et de faillite de l'État, un lieu où la vie humaine n'avait aucune valeur et où la justice semblait une illusion lointaine. À l'intérieur de ces murs sales et surpeuplés, les prisonniers de Carandiru vivaient dans des conditions désolantes et inacceptables. La surpopulation était la norme, avec des cellules bondées de personnes sans espace suffisant pour que les détenus puissent même se déplacer librement. La faim était constante, les maladies se propageaient rapidement et la menace constante de violence rendait chaque jour une lutte pour survivre. Carandiru n'était pas simplement une prison, c'était un champ de bataille quotidien où les règles étaient dictées par les factions criminelles qui dominaient l'environnement. Dans un tel endroit, la vie humaine semblait valoir moins que rien et la seule façon de survivre était de se soumettre aux lois non officielles imposées par les gangs qui contrôlaient la prison. La violence n'était pas un accident isolé, mais une constante présente dans tous les aspects de la vie à l'intérieur du complexe.
Ceux qui ne parvenaient pas à s'adapter aux règles brutales du système interne étaient rapidement éliminés, soit par la violence des gangs, soit par la négligence du système. L'inégalité était criante et les plus faibles se retrouvaient forcés de lutter pour leur dignité dans un environnement où la loi était simplement absente. Le massacre de 1992 à Carandiru a exposé au monde ce que beaucoup savaient déjà, mais peu osaient admettre. Le système pénitentiaire brésilien était en faillite. Les images des corps empilés et des cellules envahies par le chaos et l'horreur ont été diffusées dans le monde entier. Et ces images se sont gravées dans la mémoire collective, non seulement du Brésil, mais aussi de personnes d'autres pays qui ont vu avec incrédulité ce qui s'était passé là. Carandiru, dans son moment le plus sombre, est devenu un symbole de l'échec d'un système qui n'a pas seulement échoué à remplir sa fonction de réhabilitation, mais qui est devenu un lieu de souffrance extrême où les droits de l'homme étaient totalement ignorés. La tragédie de 1992 a été le point de rupture qui a démontré de manière dramatique à quel point les conditions de vie dans le système pénitentiaire brésilien étaient devenues insoutenables. Pour beaucoup, Carandiru représentait la faillite totale d'un système qui devrait fonctionner pour corriger les comportements et donner aux prisonniers la chance de réintégration, mais qui, au contraire, perpétuait la violence, l'inégalité et la déshumanisation. Bien que Carandiru ait été démoli après sa fermeture, comme si la destruction physique des murs pouvait effacer la souffrance et la douleur qui s'y sont produites, son héritage demeure. Ce qui a été fait à l'intérieur de ces murs ne peut pas être effacé, et la mémoire de la violence qui a eu lieu à cet endroit continue de hanter l'histoire du Brésil. La destruction du complexe n'a pas effacé les cicatrices qu'il a laissées dans la société brésilienne. Carandiru n'est pas seulement un lieu où des tragédies isolées se sont produites, mais un reflet d'un système qui, pendant longtemps, a ignoré les conditions inhumaines qu'il imposait à des milliers de personnes, les traitant comme si elles n'étaient pas dignes de compassion, de respect ou de justice. Carandiru symbolise, de manière profonde et douloureuse, ce qui se passe lorsque l'État échoue à offrir une forme de protection et de droit à ses citoyens les plus vulnérables. Il est un rappel éternel que, lorsque le système judiciaire échoue, la société paye un prix élevé, non seulement en vies humaines, mais en dignité, respect et humanité. Carandiru est un appel à la réflexion, une occasion pour nous tous de penser à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans notre système pénitentiaire. Avons-nous appris de ce chapitre sombre de notre histoire? Ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs, ignorant les vies de milliers de personnes qui continuent à être laissées pour compte, oubliées et invisibles dans des prisons qui, au lieu de corriger, détruisent? La question est, pouvons-nous vraiment réformer le système pénitentiaire pour éviter des tragédies comme celle de Carandiru? Et si oui, que doit-on changer pour que la vie des détenus soit valorisée et que leurs conditions de réhabilitation deviennent une priorité? Ce sont des questions qui doivent être répondues en urgence, afin que nous ne retombions pas dans les mêmes erreurs du passé. L'héritage de Carandiru nous défie d'agir, de lutter pour un système qui ne détruise pas, mais qui offre de véritables chances de transformation. Après tout, dans un pays qui recherche la justice, la réhabilitation ne peut être une option. Elle doit être la norme. Maintenant, c'est la fin, avec la plus grande classe. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette prison? Comment vit une personne qui y est emprisonnée, souvent sans avoir été condamnée? Et si je vous disais que l'une des prisons les plus infâmes du monde, Rikers Island, est un véritable labyrinthe de souffrance et d'injustice? Dans cette vidéo, nous allons explorer les profondeurs de cette prison et les histoires qu'elle abrite. Préparez-vous pour un voyage émouvant et révélateur qui éclaire non seulement la réalité des détenus, mais aussi nous fait remettre en question ce que signifie réellement la justice dans notre société. Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans des récits poignants,
des statistiques alarmantes et des réflexions profondes sur un système qui, à bien des égards, échoue à remplir son rôle de réhabilitation et de justice. Alors, restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la façon dont vous voyez le système pénitentiaire et la lutte pour la dignité et les droits humains. Rikers Island, situé à New York, est un endroit que beaucoup connaissent par son nom, mais que peu comprennent réellement. Avec une réputation de surpopulation, de violence et de conditions inhumaines, cette prison est devenue un symbole d'un système qui échoue à offrir la justice. Saviez-vous que de nombreux détenus sont là simplement en attendant leur jugement? C'est exact. Ils n'ont pas été condamnés, mais pourtant, ils font face à un traitement que beaucoup considéreraient comme inacceptable. Imaginez l'angoisse de passer des mois, voire des années, dans une cellule, sans savoir si vous serez jugé coupable ou innocent. Cette incertitude est l'une des nombreuses injustices qui imprègnent la vie à Rikers. La prison n'est pas seulement un lieu de punition, c'est un espace où la dignité humaine est fréquemment ignorée et où les espoirs sont écrasés sous le poids d'un système qui semble plus intéressé à punir qu'à réhabiliter. La vie à Rikers est marquée par un sentiment de désespoir et d'impuissance où de nombreux détenus se sentent comme s'ils étaient dans un limbe, ne sachant pas ce que l'avenir leur réserve. Les conditions de vie à Rikers sont alarmantes et, dans de nombreux cas, inhumaines. Imaginez vivre dans un espace exigu, sans intimité, entouré de personnes aussi désespérées que vous. La surpopulation est une réalité quotidienne, créant des tensions qui peuvent exploser en violence. Les récits d'agression, tant entre détenus qu'à la part des gardiens, sont fréquents. C'est un cercle vicieux qui perpétue la souffrance et la douleur. Le manque d'espace et de ressources adéquates transforme la prison en un véritable champ de bataille où la survie devient la priorité. Les détenus se retrouvent souvent forcés de se battre pour de la nourriture, de l'espace et même pour le respect. Cette lutte constante affecte non seulement la santé mentale des individus, mais crée également un environnement où la violence devient la norme et non l'exception. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature du système pénal? Crée-t-on réellement un espace qui favorise la réhabilitation ou alimentons-nous simplement un cycle de violence et de désespoir? La surpopulation à Rikers n'est pas seulement une question d'espace physique, c'est une question de dignité humaine. Chaque détenu est une personne avec une histoire, et ces histoires sont souvent oubliées au milieu du chaos. Et que dire du traitement des détenus? Beaucoup sont soumis à l'isolement pendant de longues périodes, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé mentale. Le manque d'interaction sociale et la privation sensorielle sont quelques-unes des conséquences de ce système. De plus, l'accès aux soins médicaux est souvent inadéquat, laissant beaucoup sans l'assistance dont ils ont besoin. Imaginez être malade et ne pas avoir quelqu'un pour prendre soin de vous. Ou pire, être ignoré par ceux qui devraient veiller sur votre santé. La négligence médicale à Rikers est une question critique qui ne peut être ignorée. De nombreux détenus rapportent que leurs conditions de santé sont traitées avec négligence, ce qui aggrave non seulement leur situation, mais soulève aussi des questions éthiques sur la responsabilité du système pénal à prendre soin de ces détenus. Que se passe-t-il lorsque la santé mentale et physique des détenus est reléguée au second plan? Crée-t-on vraiment un système qui cherche la justice ou ne faisons-nous que perpétuer la douleur et la souffrance? Le manque de ressources et la déshumanisation des détenus sont des questions qui doivent être abordées d'urgence. La santé mentale est un aspect fréquemment négligé et beaucoup de détenus quittent Rikers dans des conditions bien pires que lorsqu'ils y sont entrés. Mais pourquoi cela se passe-t-il? La vérité est que Rikers Island est un reflet des inégalités plus larges dans la société. La majorité des détenus viennent de communautés marginalisées, ce qui soulève des questions sur la justice et l'équité. Le système pénal échoue souvent à réhabiliter, perpétuant ainsi des cycles de violence et de pauvreté. La prison devient un lieu où les espoirs sont écrasés et les vies détruites. L'intersection de la pauvreté, de la race
et de la classe sociale jouent un rôle crucial dans la façon dont les gens sont traités dans le système. Ceux qui viennent de communautés défavorisées rencontrent des obstacles supplémentaires qui compliquent leur capacité à se défendre et sont souvent plus susceptibles de recevoir des peines sévères. Cela nous amène à nous interroger. Comment pouvons-nous permettre à un système aussi inégal de continuer à fonctionner? Que pouvons-nous faire pour garantir que chacun ait droit à un traitement juste et humain, indépendamment de sa situation légale? La lutte pour la justice ne doit pas être une question uniquement politique. Elle doit être une question de droits humains. Nous devons nous unir pour exiger des changements qui garantissent que tous, quelle que soit leur origine, soient traités avec dignité et respect. Ces dernières années, des mouvements de réforme ont gagné en force, appelant à la fermeture de Rikers et à la création d'établissements plus humains. En 2019, le gouvernement de la ville a annoncé des plans pour fermer la prison. Mais la mise en œuvre de ces plans a rencontré de nombreux obstacles. La lutte pour la justice et la dignité continue, et il est essentiel que nous soyons tous conscients de ce qui se passe. La pression de la société civile et des organisations de défense des droits humains est cruciale pour que de véritables changements se produisent. Cependant, la lutte n'est pas facile. Il y a de nombreux intérêts en jeu, et la résistance au changement est forte. Nous devons nous unir et exiger un système qui ne se contente pas de punir, mais qui réhabilite et offre une seconde chance. Que pouvons-nous faire en tant que société pour soutenir ces réformes? Comment pouvons-nous garantir que les voix des détenus soient entendues et que leurs histoires soient racontées? Le changement commence par la prise de conscience et l'éducation. Nous devons parler de ces questions, partager des informations et mobiliser la communauté pour que chacun comprenne la gravité de la situation. Un aspect souvent négligé dans la discussion sur Rikers est l'impact que la prison a sur les familles des détenus. Lorsqu'un membre de la famille est incarcéré, les conséquences vont bien au-delà de l'individu. Les familles font face à des difficultés financières, émotionnelles et sociales. Souvent, les enfants de détenus grandissent sans la présence d'un des parents, ce qui peut entraîner des problèmes de comportement, des difficultés scolaires et un cycle de pauvreté qui se perpétue. De plus, la stigmatisation liée à l'incarcération peut isoler ces familles, rendant encore plus difficile l'accès aux ressources et au soutien. Il est essentiel que la société reconnaisse que l'incarcération n'affecte pas seulement l'individu, mais aussi ses familles et ses communautés. Nous avons besoin de politiques qui prennent en compte le bien-être des familles et qui leur offrent un soutien pendant et après l'incarcération. La réhabilitation doit inclure non seulement le détenu, mais aussi la réintégration de ses familles dans la société. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Que devrait-on faire pour améliorer les conditions dans les prisons? Croyez-vous que le système peut être réformé? Laissez vos opinions dans les commentaires. Votre voix est importante et peut faire la différence. La discussion sur le système pénal est essentielle et chacun de nous peut contribuer à un avenir plus juste. Il est primordial que nous continuions à dialoguer sur ces questions et à faire pression pour des changements. La prise de conscience est la première étape du changement et chacun de nous a un rôle à jouer. En partageant vos idées et vos expériences, vous pouvez inspirer d'autres personnes à s'engager et à lutter pour un système plus juste et humain. De plus, il est important de se rappeler que la situation à Rikers n'est pas un cas isolé. De nombreuses prisons à travers le monde font face à des problèmes similaires et la lutte pour des réformes est un combat mondial. Nous devons regarder le système dans son ensemble et nous interroger. Comment pouvons-nous garantir que chacun ait droit à un traitement juste et humain, indépendamment de sa situation légale? La lutte pour la justice ne doit pas être limitée à un seul endroit. Elle doit être une cause que nous défendons tous. La solidarité entre les communautés et la collaboration entre les organisations sont essentielles pour créer un mouvement fort et efficace qui puisse défier le statu quo et exiger des changements significatifs.
Restez avec nous car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres aspects du système pénal et comment il affecte la société. Nous discuterons des histoires de personnes qui ont vécu à Rikers et de la manière dont leurs vies ont été impactées. Ne manquez pas ça. Et avant de terminer, je veux vous laisser une réflexion. Qu'est-ce que la justice signifie vraiment pour vous? Comment pouvons-nous travailler ensemble pour créer un système qui ne se contente pas de punir, mais qui réhabilite et offre une seconde chance? Laissez vos réponses dans les commentaires et continuons cette conversation importante. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à proposer des contenus pertinents. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffusons le message et faisons la différence ensemble. Restez connectés pour les prochaines vidéos sur la chaîne. Nous avons encore beaucoup à discuter et explorer, et votre présence est toujours la bienvenue. Nous avons plus de vidéos ici sur votre écran.